Que se passe-t-il lorsqu'un simple vol se transforme en champ de bataille de préjugés et de pouvoir? Sur le vol 712 d'Air Azur, une chef de cabine senior, croyant détenir toute l'autorité, commet un acte impardonnable contre une femme noire enceinte en classe économique. Elle déverse un torrent de condescendance qui se termine par une gifle choquante entendue dans toute la cabine. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'homme calme et modeste assis à côté de la femme n'est pas qu'un simple mari. C'est le propriétaire milliardaire de toute la compagnie aérienne. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une employée incontrôlable. C'est l'histoire d'un roi caché observant son royaume échouer envers ses plus vulnérables et de la tempête de karma qui va se déchaîner à 11 000 mètres d'altitude. L'air à l'intérieur de l'Airbus A350 du vol 712 d'Air Azur, reliant Paris-Charles de Gaulle à Nice, était un mélange familier d'oxygène recyclé, de légers relents de kérosène et l'odeur écœurante d'un café bon marché. Pour le docteur Elena Moreau, enceinte de 6 mois d'une grossesse précieuse et durement gagnée, ce vol de 2 heures était une épreuve nécessaire. C'était leur lune de miel avant bébé. Une dernière escapade tranquille avant que leur monde ne soit joyeusement bouleversé par l'arrivée de leur premier enfant. Elle s'installa au siège 34 bytes, le siège du milieu sur lequel elle avait insisté pour que son mari puisse avoir l'aller, lui permettant de s'appuyer sur lui et de se sentir en sécurité. Son mari, Samuel Dubois, glissa dans le 34C avec une aisance pratiquée qui masquait sa stature dans le monde. Pour quiconque jetait un coup d'œil, il n'était qu'un homme grand et bien bâti dans un simple sweat à capuche gris et un gant. Son visage était calme tandis qu'il parcourait un rapport de marché sur son téléphone. Pas de flash, pas d'entourage. L'éclat platine de son alliance simple était le seul indice d'une vie au-delà de l'ordinaire. Pour Samuel, voyager en classe économique dans sa propre compagnie aérienne était un rituel non négociable. Une expérience de client mystère qui le maintenait les pieds sur terre et gardait son entreprise de plusieurs milliards d'euros honnêtes. Il appelait cela goûter sa propre cuisine. Aujourd'hui, cependant, il ne cherchait pas des défauts de service. Il était juste un mari emmenant sa femme en vacances. Elena bougea, essayant de trouver une position confortable pour ses chevilles enflées. Elle était chirurgienne pédiatrique, une femme habituée au quart de travail épuisant de 16 heures, aux décisions de vie ou de mort et au maintien de la grâce sous une pression inimaginable. Mais la grossesse était un test d'endurance différent. Elle fit signe à un steward qui passait, un jeune homme aux yeux gentils et une étiquette nominative indiquant Thomas. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix douce mais claire. Pourrais-je avoir un petit coussin pour le bas de mon dos et peut-être une bouteille d'eau ?»« Bien sûr, madame, dit Thomas avec un sourire sincère. Laissez-moi voir ce que je peux trouver pour vous. Félicitations, au fait. » Il hocha respectueusement la tête vers son ventre avant de se dépêcher vers l'office. Un instant plus tard, une silhouette différente apparut dans l'allée. C'était une femme plus âgée aux cheveux blonds tirés en un chignon serré et sévère, avec une étiquette nominative indiquant Kimberly Leclerc. Son visage était un masque de professionnalisme tendu. Ses lèvres formaient une ligne mince et sans sourire. Kimberly était une chef de cabine senior avec plus de 20 ans de service. Une ancienneté qui avait calcifié sa patience en une coquille fragile. Développement la confrontation, votre sac doit être complètement sous le siège devant vous, dit-elle d'une voix tranchante. Ne regardant pas Elena, mais le petit fourre-tout près de ses pieds. Elena baissa les yeux. Le sac, contenant ses vitamines prénatales, un livre et un encas, était déjà en grande partie sous le siège. « Oh, je suis désolée, dit-elle, le poussant davantage avec son pied. C'est juste difficile de me pencher en ce moment. » Les yeux de Kimberly vacillèrent vers le ventre enceint d'Elena, et un éclair de quelque chose, pas de la sympathie, mais de l'agacement traversa ses traits. « Les réglementations de la DGAC ne sont pas optionnelles, madame. Complètement dessous, pas à moitié. Nous ne pouvons pas décoller tant que la cabine n'est pas sécurisée. » Samuel baissa son téléphone, son expression calme se durcissant légèrement. Elle le pousse autant que possible. Cela n'obstrue pas l'allée. Le regard de Kimberly se déplaça vers Samuel, le rejetant instantanément comme juste un autre passager en sweat à capuche. « Monsieur, je suis responsable de la sécurité dans cette cabine. Le sac doit être complètement rangé. » Son ton était définitif. Avec un soupir, Elena se pencha en avant. Une vague de vertige la submergeant alors qu'elle contorsionnait son corps pour pousser le sac le dernier centimètre. Elle se rassit, respirant lourdement, et posa une main sur son ventre. Samuel posa une main réconfortante sur son genou, son pouce traçant des cercles lents. Il croisa le regard de Kimberly, son expression illisible, avant qu'elle ne se retourne et ne s'éloigne sans un mot de plus. Thomas revint quelques minutes plus tard avec un coussin et 2 bouteilles d'eau. « Désolé pour le retard, dit-il chaleureusement. Voilà pour vous. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. » Merci beaucoup, Thomas, dit Elena, sa gratitude palpable. Le contraste entre sa gentillesse et l'hostilité de Kimberly était frappant.
Alors que l'avion roulait vers la piste, la tension pré-vol semblait se dissiper. Elena posa sa tête sur l'épaule de Samuel, fermant les yeux. Elle essayait de laisser passer la rencontre précédente, de l'attribuer à quelqu'un qui passait une mauvaise journée. Dans son travail, elle traitait avec des parents stressés et terrifiés et des enfants malades. Elle était experte en désescalade et en empathie. Elle pouvait étendre cette grâce à une hôtesse de l'air. Mais Kimberly Leclerc ne passait pas simplement une mauvaise journée. C'était une femme qui marinait dans un ragoût amer de ressentiment personnel. Un divorce récent avait décimé ses finances et elle avait été écartée pour une promotion au poste de chef de cabine, un rôle donné à une collègue plus jeune et plus énergique. Dans son esprit, le monde la trompait et ses préjugés, longtemps mijotés sous un vernis de formation d'entreprise, commençaient à déborder. Elle vit Elena, une femme noire posée et éloquente, manifestement assez aisée pour des vacances, même si elle était assise en économique, et ressentit un pic d'animosité irrationnelle. Développement l'escalade 1 heure après le décollage. Pendant le service des boissons, les ennuis reprirent. Lorsque le chariot atteignit leur rangée, c'était Kimberly qui servait. Quelque chose à boire, demanda-t-elle, sa voix coupante, s'adressant aux passagers côté hublot. Quand elle arriva à Elena, elle n'établit même pas de contact visuel. Elena demanda: pourrais-je avoir du jus de canneberge et une autre bouteille d'eau, s'il vous plaît? Kimberly fit une pause, sa main planant au-dessus des canettes. L'eau sera facturée en supplément maintenant que nous sommes après le service. Samuel intervint, sa voix toujours calme. Nous sommes au milieu du service des boissons, et elle est enceinte. Je suis sûr que vous pouvez faire une exception pour une bouteille d'eau. Kimberly le regarda enfin, ses yeux froids. Politique de l'entreprise, monsieur. Une boisson offerte. L'eau est incluse. Si vous voulez une deuxième bouteille, vous devrez l'acheter. Elle était délibérément obtuse, transformant une règle mesquine en arme. Thomas, qui travaillait de l'autre côté du chariot, entendit. Il attrapa rapidement une bouteille de son côté. Ce n'est pas un problème du tout, dit-il, l'attendant directement à Elena avec un regard d'excuse. Voilà, madame. Restez hydratée. Kimberly lança à Thomas un regard de pur venin, une promesse silencieuse d'un rapport disciplinaire plus tard. Elle claqua un gobelet en plastique de jus de canneberge sur la tablette d'Elena avec assez de force pour le faire déborder. Bon vol, dit-elle, les mots dégoulinant de courtoisie feinte. Avant de pousser le chariot agressivement dans l'allée. Samuel la regarda partir, sa mâchoire serrée. Il serra la main d'Elena. Ça va, chérie? Elena hocha la tête, bien qu'un nœud d'anxiété se formait dans son estomac. Ce n'était pas juste de la grossièreté. Cela semblait personnel, ciblé. Elle avait déjà été confrontée au racisme. Les affronts subtils dans la salle de réunion de l'hôpital, les regards surpris des patients quand ils réalisaient qu'elle était la chirurgienne principale. Mais cela semblait différent. C'était plus brut, plus flagrant, et cela se passait dans un tube métallique à 11 000 mètres où il n'y avait aucune échappatoire. Elle murmura à Samuel: « Je veux juste arriver là-bas. Ne faisons pas de scène. » Samuel hocha la tête, ses instincts protecteurs en guerre avec son désir d'honorer le souhait de paix de sa femme. Il connaissait le fonctionnement interne de son entreprise. Il avait personnellement supervisé la rédaction de la Charte des droits des passagers d'Air Azur, qui stipulait explicitement que les membres d'équipage étaient habilités à fournir des commodités supplémentaires aux passagers ayant des besoins médicaux, y compris la grossesse. Kimberly n'était pas simplement impolie. Elle violait activement l'esprit même de l'entreprise qu'il avait construite. Il prit note mentalement de son nom, Kimberly Leclerc, du numéro de vol, de la date. Le règlement de compte viendrait, mais il ne permettrait pas que cela gâche ce voyage pour Elena. Il s'en occuperait discrètement, professionnellement, après l'atterrissage. Il n'avait aucune idée à quel point il avait tort. La situation était loin d'être terminée. En fait, la turbulence subtile était sur le point de devenir un ouragan de catégorie 5, et ils étaient assis directement sur sa trajectoire. Les 2 heures suivantes passèrent avec une paix tendue et fabriquée. Elena essaya de lire, mais les mots nageaient sur la page. Elle pouvait sentir les yeux de Kimberly sur elle chaque fois que l'hôtesse passait dans l'allée. C'était un regard lourd et jugeant qui faisait dresser les poils de ses bras. Samuel avait mis ses écouteurs à réduction de bruit, mais il n'écoutait pas de musique. Il écoutait le rythme de la respiration de sa femme, observant les changements subtils dans sa posture, prêt à devenir un bouclier à tout moment. La descente initiale vers Nice venait juste de commencer. La voix du commandant crépita dans l'interphone, annonçant leur approche et demandant à l'équipage de cabine de se préparer pour l'atterrissage. C'était le domaine de Kimberly Leclerc, le moment où son autorité était absolue. Elle commença son balayage final de la cabine, ses mouvements nets et agressifs. Quand elle atteignit la rangée 34, ses yeux se fixèrent immédiatement sur Elena. « Madame, votre ceinture de sécurité, dit-elle sèchement. Elle doit être attachée correctement. » Elena baissa les yeux. Sa ceinture de sécurité était attachée.
Mais elle utilisait une rallonge de ceinture fournie par la compagnie au comptoir d'enregistrement pour accommoder confortablement et en toute sécurité son ventre de femme enceinte. Elle était bouclée bas sur ses hanches, exactement comme la carte d'instruction l'avait montré. Elle est attachée, répondit calmement Helena, pointant la boucle. J'utilise la rallonge qu'ils m'ont donnée. Kimberly se pencha, son visage inconfortablement proche. Sa voix tomba en un sifflement bas et condescendant qui était en quelque sorte plus fort qu'un cri. Ce n'est pas ce que je veux dire. Elle doit être serrée. Elle est lâche. Je peux voir un espace. Elle fit un geste méprisant vers la ceinture. Si nous rencontrons des turbulences en approche finale, vous allez voler hors de votre siège. Elle doit être bien ajustée contre votre état. Le mot état dégoulinait de dédain. Comme si la grossesse d'Helena était un inconvénient qu'elle avait apporté à bord spécifiquement pour l'ennuyer. Samuel retira ses écouteurs. La ceinture est attachée conformément aux instructions fournies avec la rallonge. La serrer davantage exercerait une pression indue sur son abdomen, ce qui va à l'encontre des conseils médicaux pour les femmes enceintes. Sa voix était dangereusement calme. Un grondement sourd de tonnerre se rassemblant à l'horizon. Kimberly l'ignora, son attention entièrement sur Helena. Je n'ai pas besoin d'une leçon médicale de votre part, monsieur. J'ai besoin de conformité. Madame, dit-elle, sa voix montant en hauteur. Je vous donne une instruction directe d'un membre d'équipage. Serrez votre ceinture maintenant ou je vais demander au commandant de transmettre par radio et vous faire escorter hors de cet appareil par la sécurité pour non-conformité. La menace flottait dans l'air, audacieuse et absurde. Plusieurs passagers à proximité se retournèrent pour regarder, leurs expressions un mélange de confusion et d'alarme. Un étudiant vlogueur au siège 35A, un jeune homme nommé Léo, cala discrètement son téléphone contre la fenêtre, inclinant la caméra juste comme il faut. Il avait senti le drame se préparer et appuya sur enregistrer. La formation médicale d'Helena et son sang-froid naturel prirent le dessus. Elle ne se laisserait pas entraîner dans une dispute. Je comprends votre préoccupation pour la sécurité, commença-t-elle, son ton posé et professionnel. Mais laissez-moi vous assurer que c'est la façon la plus sûre pour moi et le bébé d'être attaché. La rallonge est conçue pour se placer bas sur les hanches, pas pour comprimer l'estomac. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les directives de votre propre compagnie aérienne pour les passagères enceintes. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'avait pas été irrespectueuse. Elle l'avait énoncé des faits calmement et clairement. Mais pour Kimberly Leclerc, il ne s'agissait pas de sécurité. Il s'agissait de pouvoir. Il s'agissait d'une femme noire en classe économique osant remettre en question son autorité, osant être intelligente et articulée. Dans la vision du monde tordu de Kimberly, le défi calme d'Helena était l'insolence ultime. N'osez pas me faire la leçon sur les politiques de ma propre compagnie aérienne, siffla Kimberly, son visage devenant d'un rouge marbré. Je fais ce travail depuis avant votre naissance, petite. Vous pensez être meilleure que tout le monde, assise ici avec vos belles paroles. Vous ferez ce que je dis. Le barrage soigneusement construit du professionnalisme de Kimberly éclata finalement, libérant un torrent de préjugés bruts et non filtrés. Elle tendit la main, sa main saisissant le tissu de la ceinture de sécurité d'Helena. Je vais la serrer pour vous si vous en êtes incapable. Instinctivement. Helena recula, ses mains volant pour couvrir son précieux ventre. Ne me touchez pas, s'exclama-t-elle, sa voix se brisant finalement d'alarme. C'était l'instinct primaire d'une mère de protéger son enfant. Et c'est à ce moment-là que cela arriva. Dans un éclair de pure malveillance non adultérée, la main de Kimberly Leclerc claqua en arrière. Clac. Le son était un craquement écœurant qui fit taire toute la cabine. Ce n'était pas juste une tape. C'était une gifle à pleine paume ouverte sur le visage d'Helena. La force secoua la tête d'Helena sur le côté. Un halètement collectif ondula à travers les rangées de passagers. Pendant un moment, il y eut un silence stupéfait absolu. Le bourdonnement du moteur sembla s'estomper dans le néant. La joue d'Helena s'enflamma d'une chaleur piquante cramoisie. Larmes montèrent dans ses yeux, nées non de la douleur, mais du choc pur et profond. De toute sa vie, à travers tous les défis qu'elle avait affrontés, personne ne l'avait jamais frappée avec violence. Le temps sembla ralentir pour Samuel. Il vit le mouvement, l'impact, le regard d'incrédulité et de blessure sur le visage de sa femme. Une rage froide et brûlante, une furie ancienne et primale qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, monta en lui. C'était la rage d'un mari, d'un futur père, d'un homme regardant la personne la plus importante de son monde être violée. Son corps se tendit, chaque muscle se contractant. C'était un homme imposant. Il aurait pu mettre fin à la confrontation en une seconde. Mais il vit les larmes dans les yeux d'Helena. Il vit sa main trembler alors qu'elle la tenait contre sa joue. Et il sut que déchaîner sa fureur ne ferait que la terrifier davantage. Cela ferait d'eux le couple noir en colère que Kimberly essayait de dépeindre. Il devait contenir l'incendie. Il se leva lentement de son siège. Son imposante stature de homme 93 semblant remplir toute l'allée.
projetant une ombre sombre sur l'hôtesse maintenant tremblante. Il ne cria pas. Il ne menaça pas. Il parla d'une voix étrangement calme, une voix dépouillée de toute émotion, ce qui la rendait infiniment plus terrifiante. « Vous venez d'agresser ma femme enceinte, dit-il. Chaque mot une pierre de glace parfaitement polie. Vous allez reculer. Vous allez aller dans l'office et vous n'allez pas lui parler ni me parler pour le reste de ce vol. » Kimberly, réalisant la gravité de ce qu'elle avait fait, commença à bégayer, sa bravade s'évaporant instantanément, remplacée par une tentative paniquée d'autopréservation. Elle n'était pas conforme. Elle était agressive. Je me suis sentie menacée. Le mensonge était si flagrant, si pathétique qu'un passager dans la rangée derrière eux, un homme en costume d'affaires, ricana bruyamment. Menacée? Vous plaisantez? Nous avons tout vu. Vous l'avez giflé sans raison. Je l'ai en vidéo, appela Léo, le vlogueur. Brandissant son téléphone, la cabine éclata en un murmure bas d'indignation. Thomas, le gentil steward, se précipita en avant, son visage pâle d'horreur. Kimberly, qu'as-tu fait? Murmura-t-il avant de se tourner vers Elena. Madame, allez-vous bien? Puis-je vous apporter de la glace? Elena ne pouvait pas parler. Elle hocha juste la tête, tenant toujours sa joue, ses yeux fixés sur un point distant, essayant de traiter la violation. Samuel regarda Kimberly, ses yeux sombres comme des éclats d'obsidienne. Votre nom est Kimberly Leclerc, déclara-t-il, non pas comme une question, mais comme un jugement final. Souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous très bien. Il guida alors doucement la tête d'Elena sur son épaule, murmurant de douce assurance, sa grande main protégeant son visage des regards indiscrets des autres passagers. Il n'était plus seulement un mari en vacances. Il était Samuel Dubois, PDG d'Air Azur, et il venait d'insister à l'agression physique d'une cliente, sa femme, portant son enfant par l'un de ses employés. Sur son appareil, l'atterrissage à Nice n'était plus la fin de vacances. C'était le début d'une guerre, et Kimberly Leclerc venait de remettre au roi toutes les munitions dont il aurait jamais besoin. Les 20 dernières minutes du vol furent étouffantes de tension. Thomas, après avoir apporté une poche de glace de fortune pour la joue d'Elena, avait discrètement mais fermement insisté pour que Kimberly reste dans l'office avant. L'atmosphère dans la cabine avait changé irrévocablement. La désapprobation silencieuse des autres passagers était une force palpable. Un jury silencieux qui avait déjà rendu son verdict. Dame chuchotement bruissait à travers les rangées alors que les gens partageaient ce qu'ils avaient vu. Leur téléphone passant discrètement la vidéo que Léo avait capturée. Elena resta silencieuse, s'appuyant contre Samuel, son corps tremblant d'un mélange de choc et d'adrénaline. La marque rouge sur sa joue était une marque saisissante contre sa peau foncée. Samuel la tenait, son esprit un maelstrom de fureur contrôlée. Sa première priorité était Elena et le bébé. Il devait la faire descendre de cet avion et la faire examiner par un médecin. Sa deuxième priorité était de s'assurer que le poison du comportement de Kimberly Leclerc soit chirurgicalement et complètement excisé de son entreprise. Alors que l'avion touchait le sol à Nice avec un léger choc, une nouvelle annonce retentit dans l'interphone. Non pas du commandant, mais de la chef de cabine principale. Une femme différente de la cabine avant. Mesdames et messieurs, en raison d'un problème de sécurité, nous vous demandons de rester à vos places après notre arrivée à la porte. Veuillez ne pas vous lever ni récupérer vos bagages jusqu'à ce que les autorités aéroportuaires vous y autorisent. Merci de votre coopération. Un grognement traversa la cabine, mais Samuel savait ce que cela signifiait. Kimberly avait suivi sa menace. Elle avait transmis par radio, non pas pour signaler sa propre agression, mais pour signaler un passager non conforme et agressif. Elle essayait de piéger Elena pour sauver sa propre peau. C'était un mouvement désespéré et stupide, mais un que le protocole forcerait les autorités à prendre au sérieux. Du moins initialement. Samuel, que se passe-t-il? Murmura Elena, sa voix teintée de peur. Elle les a appelés, dit-il, sa voix un grondement bas et rassurant. Elle essaie de retourner le scénario. Ne t'inquiète pas. Laisse-les venir. Ne dis pas un mot. Laisse-moi gérer. La passerelle se connecta avec un bruit sourd. Les moteurs ralentirent. Mais au lieu du carillon joyeux habituel et de la course-folle pour débarquer, un silence inquiétant tomba. Puis 2 policiers de l'aéroport de Nice en uniforme et un responsable de la compagnie aérienne. Un homme à l'air sévère en costume montèrent à bord de l'avion. Le responsable, dont le badge indiquait superviseur Mercier, tenait un bloc-notes. Kimberly Leclerc émergea de l'office avant, se précipitant à leur rencontre. Son visage était un masque soigneusement composé de victimisation. « Merci d'être arrivé si rapidement », dit-elle, sa voix tremblant de peur fabriquée. C'est la femme aux 34 bytes. Elle est devenue verbalement abusive et belligérante quand j'ai essayé d'appliquer les règlements de sécurité. Elle a refusé d'attacher correctement sa ceinture de sécurité. Quand j'ai essayé de l'aider, elle est devenue physique.
J'avais peur pour ma sécurité et la sécurité de la cabine. C'était une performance magistrale de mensonge, livrée avec l'aisance pratiquée de quelqu'un qui l'avait déjà fait auparavant. Le superviseur Mercier hocha gravement la tête, ne questionnant pas son membre d'équipage senior. D'accord, Kimberly, montrez l'anneau. Kimberly leva un doigt tremblant et pointa directement vers Helena. Elle. Là-bas. Les deux policiers commencèrent à descendre l'allée, leurs expressions impassibles. Les passagers commencèrent à protester. Ce n'est pas ce qui s'est passé, cria quelqu'un. C'est elle qui l'a agressé, cria un autre passager, pointant Kimberly. Léo se leva, téléphone en main. J'ai tout en vidéo. L'hôtesse-ment. Les policiers levèrent les mains. S'il vous plaît, tout le monde, restez calme. Nous avons besoin que les passagers de la rangée 34 nous accompagnent. Samuel se leva, sa présence seule commandant l'attention. Ma femme vient d'être agressée. Elle est enceinte et elle est en détresse. Elle n'ira nulle part tant que son médecin ne l'aura pas vue. L'un des policiers, l'agent Rousseau, s'adressa à lui. Monsieur, nous avons un rapport de l'équipage de cabine. Nous avons juste besoin d'obtenir votre déclaration. Si vous voulez bien nous accompagner au bureau, nous pourrons régler cela. Samuel savait que se disputer avec la police dans l'avion ne ferait qu'aggraver la situation et détresser Helena davantage. Il devait jouer cela prudemment. Le système était maintenant en mouvement, et il devait le laisser suivre son cours encore un instant avant d'apporter son propre immense pouvoir. Très bien, dit Samuel. Il aida Helena à se lever, son bras solidement autour de sa taille. Alors qu'il descendait l'allée, il sentit des centaines de paires d'yeux sur eux. C'était une marche de la honte qu'il ne méritait pas. Orchestrée par l'employé même dont il payait le salaire, Kimberly Leclerc se tenait près de la porte du cockpit, un regard suffisant et triomphant sur son visage. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que ses 20 ans d'ancienneté et son uniforme lui donnaient une autorité impénétrable. Ils furent conduits hors de l'avion dans l'environnement stérile et impersonnel d'un bureau de sécurité de l'aéroport. Le superviseur Mercier et les deux policiers les accompagnèrent. Thomas, le jeune steward, avait insisté pour venir comme témoin, un acte courageux de défiance envers sa collègue senior. D'accord, dit l'agent Rousseau, sortant un bloc-notes. Commençons par vos noms. Docteur Helena Moreau, dit Helena, sa voix calme mais ferme. Et voici mon mari, Samuel Dubois. Le superviseur Mercier parcourut son bloc-notes. J'ai ici un rapport de Madame Leclerc déclarant que vous, Madame Moreau, avez refusé une instruction directe de l'équipage, créant un danger pour la sécurité, et êtes devenue belligérante. Avant qu'Helena ne puisse répondre, Samuel leva une main. Ce rapport est une fabrication complète. Ma femme a suivi toutes ces instructions. Mademoiselle Leclerc a été hostile et non professionnelle dès le moment où nous sommes montés à bord. Son hostilité s'est intensifiée jusqu'à ce qu'elle agresse physiquement ma femme en la giflant au visage. Thomas intervint rapidement. Il dit la vérité. Je l'ai vu. La moitié de la cabine aussi. Kimberly était complètement hors limite. Elle les a ciblés dès le début. Mercier regarda du steward junior défiant à l'homme calme et imposant en sweat à capuche. Il était dans une position difficile. La parole d'un membre d'équipage senior contre les passagers. Le protocole dictait qu'il soutienne son employé. Je comprends, dit Mercier d'un ton dédaigneux. Nous avons votre déclaration maintenant. La procédure standard dans un incident de non-conformité pourrait impliquer une amende ou, dans les cas extrêmes, des accusations fédérales. L'audace pure de la menace fit tressaillir Helena. Ils étaient traités comme des criminels. Les victimes étaient dépeintes comme les auteurs. L'injustice était un poids physique pesant sur elles. Samuel écouta patiemment. Il laissa Mercier finir son petit discours sur les réglementations de la DGAC et l'autorité de l'équipage de cabine. Il laissa le système montrer sa main, ses biais, ses défauts inhérents. Il voulait voir à quel point il était brisé. Quand Mercier eut terminé, Samuel hocha lentement la tête. Il n'éleva pas la voix. Il ne sortit pas un portefeuille plein de cartes noires. Il regarda simplement le superviseur dans les yeux et dit « Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas, monsieur Mercier ?» La question prit Mercier au dépourvu. « Je suis superviseur de porte depuis 6 mois. »« 6 mois ?» répéta pensivement Samuel. Il plongea alors la main dans sa poche et sortit son téléphone. Ce n'était pas un appareil tape à l'œil incrusté de bijoux, juste un smartphone standard. Il parcourut ses contacts, son pouce se déplaçant avec détermination. « Monsieur, que faites-vous » demanda l'agent Rousseau, une note de suspicion dans sa voix. « Je passe un appel téléphonique, » dit calmement Samuel. « Je crois que votre protocole le permet. » Il trouva le nom qu'il cherchait et appuya sur le bouton d'appel. Il mit le téléphone sur haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Ça sonna une fois. Richard Blanc, répondit une voix brusque et puissante. Le visage du superviseur Mercier devint pâle. Richard Blanc était le directeur des opérations d'Air Azur.
C'était une légende dans l'industrie. Une figure dont le nom était prononcé avec un mélange de terreur et de révérence au siège social. Richard, dit Samuel, sa voix toujours parfaitement calme. C'est Samuel. Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Samuel, où es-tu? Je pensais que tu étais en route pour la Provence. Changement de plan, dit Samuel. Je suis dans un petit bureau de sécurité à l'aéroport de Nice. Terminal 2. J'étais sur le vol 712. Il semble qu'une de vos chefs de cabine senior, une certaine Kimberly Leclerc, vient d'agresser ma femme. Et votre superviseur de porte, un certain monsieur Mercier, menace actuellement ma femme d'accusations fédérales basées sur le rapport fabriqué de madame Leclerc. Le silence à l'autre bout du téléphone fut absolu. Il s'étira pendant 3, 4, 5 secondes. Le superviseur Mercier avait l'air d'avoir vu un fantôme. Sa mâchoire était relâchée et ses yeux écarquillés d'horreur catastrophique naissante. Les policiers échangèrent des regards confus. Finalement, la voix de Richard Blanc revint, et c'était une bête complètement différente. La désinvolture décontractée avait disparu, remplacée par le son du pur contrôle des dégâts concentrés. Samuel, restez exactement où vous êtes. Ne dites pas un mot de plus. Je suis au terminal international. Je serai là dans 3 minutes. J'appelle le chef des opérations aéroportuaires et le chef de la police de l'aéroport maintenant. Personne ne quitte cette pièce. Personne. L'appel se termina. Samuel Dubois posa son téléphone face contre la table. Il regarda monsieur Mercier, dont l'arrogance professionnelle s'était dissoute en une flaque de panique brute. Il regarda les 2 policiers, qui le regardaient maintenant avec un respect nouveau et profondément incertain. Le pouvoir dans la pièce venait de changer. Il avait changé si complètement, si sismiquement que l'air lui-même semblait crépiter. Le jeu des protocoles et des procédures était terminé. Le véritable roi venait de déplacer sa première pièce. Les 3 minutes qui suivirent semblèrent une éternité. Le bureau de sécurité stérile, qui moment auparavant avait été une scène pour l'autorité mesquine du superviseur Mercier, était maintenant une cocotte minute d'anxiété. Mercier transpirait abondamment, tamponnant son front avec une main tremblante. Il ouvrait la bouche pour parler, pour s'excuser, pour expliquer, mais aucun mot ne sortait. Les 2 policiers se tenaient maladroitement près de la porte. Leur attitude entière avait changé. Ils ne traitaient plus avec un passager belligérant en sweat à capuche. Ils traitaient avec un homme qui pouvait convoquer les plus hauts échelons de l'autorité corporative et aéroportuaire avec un seul appel téléphonique. Elena, bien que toujours secouée, ressentait un sens de vindication surréel. Elle regardait son mari, qui avait si bien caché son immense pouvoir pour le bien de la normalité, finalement laisser tomber le masque. Il n'était pas arrogant ou vantard. Il utilisait simplement les outils à sa disposition pour protéger sa famille quand le système conçu pour le faire avait échoué spectaculairement. La porte s'ouvrit brusquement. Richard Blanc, un homme de la fin de la cinquantaine aux cheveux argentés et un costume italien brutalement taillé, entra à grands pas. Son visage était un nuage d'orage de fureur contrôlée. Derrière lui se trouvaient 2 autres personnes, une femme en tailleur strict que Samuel reconnut comme Marie Fontaine, la directrice générale des opérations de Nice pour Air Azur, et un capitaine de police de l'aéroport de Oran-Donlé. Un signe de laiton brillait. Sous les lumières fluorescentes, les yeux de Richard trouvèrent immédiatement Samuel et Elena. Il contourna tous les autres comme s'ils étaient des meubles. « Elena, allez-vous bien ?» demanda-t-il, sa voix remplie de préoccupation sincère. Il connaissait le couple depuis des années. « Nous devons vous faire voir par un médecin immédiatement. » Il regarda alors la marque rouge encore visible sur sa joue et son visage se durcit en granit. Il tourna son regard vers Mercier. « Vous, gronda-t-il, sa voix tombant à un murmure dangereux. Que s'est-il passé ici ?» Mercier bégaya. « Monsieur Blanc, monsieur, je suivais juste le protocole. Le membre d'équipage a signalé votre membre d'équipage a menti, lança Thomas, trouvant son courage. Elle a giflé le docteur Moreau au visage. Je l'ai vu. Dizaines de personnes l'ont vu. Marie Fontaine, la directrice générale, s'avança, son iPad déjà lumineux. Monsieur Blanc, je reçois déjà un flot de mails et d'alertes sur les réseaux sociaux. Un passager au 35 a diffusé en direct les suites et a posté une vidéo de l'incident lui-même. Elle a déjà 10 000 vues. Le hashtag #ErAzurAgression commence à être en tendance. Richard Blanc avait l'air d'être sur le point d'exploser. Il prit une profonde respiration, maîtrisant son tempérament. Il regarda le capitaine de police. « Capitaine, mon PDG et sa femme enceinte viennent d'être agressés par une employée sur notre appareil. Puis, ils ont été injustement détenus par vos agents sur la base d'un faux rapport de l'agresseur. Je veux une enquête complète et immédiate. » Le capitaine, saisissant maintenant pleinement l'ampleur de la situation, hocha vivement la tête. « Considérez que c'est fait. Agent Rousseau, prenez les déclarations de monsieur
Dubois et du docteur Moreau en tant que victimes. Obtenez les coordonnées de chaque témoin sur ce vol, en commençant par le jeune homme avec la vidéo. Et que quelqu'un fasse venir Mademoiselle Leclerc ici. Maintenant, comme sur un signal, Kimberly Leclerc se dirigea vers le bureau, un regard suffisant toujours sur son visage. Elle avait attendu dans la passerelle, s'attendant à être louée pour sa gestion d'un passager difficile. Elle vit l'assemblée de cadres et de policiers de haut rang. Et sa suffisance grandit, supposant que tout cela était pour le spectacle. Pour intimider le couple indiscipliné. Elle entra dans l'embrasure de la porte et commença « Tout est-il réglé ? J'ai déposé mon rapport initial. » Sa voix s'estompa alors qu'elle voyait la scène à l'intérieur. Elle vit le superviseur Mercier avoir l'air physiquement malade. Elle vit les policiers la regarder avec des yeux froids et accusateurs. Elle vit le directeur des opérations de la compagnie, Richard Blanc. Un homme qu'elle n'avait vu que dans des vidéos de formation d'entreprise. La fixer avec un regard de pure détestation. Et puis elle vit l'homme au sweat à capuche gris. Samuel Dubois, debout non pas comme un détenu, mais comme le centre de gravité clair autour duquel toute cette tempête tourbillonnait. La reconnaissance suivie d'une terreur pure écrasant l'âme la submergea. Elle avait vu sa photo avant, il y a des années, dans un livret d'orientation. Le fondateur et PDG, l'homme qui signait chacun de ses chèques de paye, l'homme dont elle venait de cracher sur la philosophie d'entreprise avant d'agresser sa femme. La couleur quitta son visage. Ses jambes se sentirent faibles. Le monde bascula sur son axe. Mademoiselle Leclerc, dit Richard Blanc, sa voix mortellement douce. Monsieur Dubois ici présent est notre PDG. Vous venez d'agresser sa femme, le docteur Moreau. Vous avez ensuite déposé un faux rapport auprès des autorités aéroportuaires. Vous avez apporté une disgrâce inimaginable à cette compagnie aérienne et à vous-même. Au nom d'Air Azur, vous êtes suspendu, avec effet immédiat, en attendant votre licenciement. Le capitaine de police ici présent aimerait vous parler concernant une accusation potentielle d'agression avec violence. Kimberly chancela, s'agrippant au cadre de la porte pour se soutenir. Non, murmura-t-elle, son esprit refusant de traiter la réalité. Non, je ne savais pas. Samuel parla enfin, sa voix résonnant avec une autorité froide et dure. C'est tout le problème, mademoiselle Leclerc. Cela ne devrait pas importer qui je suis. Cela ne devrait pas importer qui est ma femme. Vous ne devriez pas avoir à savoir que quelqu'un est le propriétaire de l'entreprise pour le traiter avec une décence humaine et un respect de base. Vous devriez le faire parce que c'est un être humain. Un passager qui a confié sa sécurité entre vos mains. Une femme enceinte. Vous avez échoué à tous les niveaux. Pas seulement en tant qu'employé, mais en tant que personne. Il se tourna alors vers son directeur des opérations. Richard, je veux que cela soit géré selon les règles, mais je veux que ce soit géré sans pitié. Je veux que notre programme de formation entier pour les employés en contact avec la clientèle soit démantelé et reconstruit de fond en comble. Je veux une politique de tolérance zéro pour les préjugés de toutes sortes, avec un licenciement immédiat comme seul résultat. Je veux que Thomas ici, dit-il en faisant un signe de tête vers le steward pâle et résolu, soit félicité pour son intégrité. Et je veux qu'une équipe d'entreprise contacte personnellement chaque passager du vol 712, s'excuse personnellement et leur accorde un remboursement complet et un bon pour un voyage futur. Nous ne nous cacherons pas de cela. Nous allons l'assumer. Il regarda alors la Kimberly Leclerc maintenant sanglotante avec un dernier regard de rejet. Le pouvoir n'avait pas seulement été inversé. Il avait été abattu comme une avalanche. L'enterrant elle et le préjugé qu'elle représentait. Enlevez-la de ma vue, commanda Samuel. Il enveloppa alors un bras protecteur autour d'Helena. Allons-y, chérie. Faisons-toi examiner. Alors qu'ils sortaient du bureau, laissant une scène de carnage corporatif et légal dans leur sillage. Le poids total de ce qui venait de se passer commença à se déposer. C'était plus qu'un simple mauvais vol. C'était un moment qui changerait le cours de leur vie. Et la culture même de la compagnie aérienne que Samuel avait construite à partir de zéro. Le règlement de compte public ne faisait que commencer. Épilogue le karma au moment où Samuel et Helena quittèrent l'aéroport. Escortés par un capitaine de police silencieux et apologétique vers une voiture privée convoquée par Richard. La vidéo n'était plus une tendance mineure. C'était un incendie déchaîné. Léo, l'étudiant vlogueur qui avait filmé l'incident, avait téléchargé le clip complet non édité sous le titre Test des rasures gifle une femme noire enceinte vol 712. Les images étaient accablantes. Elles capturaient le ton condescendant de Kimberly, les réponses calmes d'Helena, la défense silencieuse de Samuel, et la gifle violente choquante. Elles montraient ensuite les réactions indignées immédiates des autres passagers. C'était un récit autonome parfait d'échecs corporatifs et de préjugés raciaux. Internet fit ce qu'Internet fait. La vidéo fut mise en miroir, partagée et republiée sur toutes les plateformes. Les grands médias la reprirent. Le soir même, c'était l'histoire principale sur TF1, France 2 et BFM Télévision.
Le nom et le visage de Kimberly Leclerc étaient partout, faisant d'elle l'enfant porte-drapeau involontaire du racisme dans les cieux. Dame commentateurs en débattirent. Dame célébrités la condamnèrent. Et l'action d'Air Azur commença à trembler dans les échanges après les heures de marché. Samuel et Elena passèrent la soirée dans une suite d'hôpital privé où une équipe de médecins confirma qu'elle et le bébé étaient physiquement indemnes. Bien qu'Elena fût émotionnellement épuisée et profondément bouleversée, allongée dans la chambre silencieuse, regardant la couverture médiatique sur une télévision en sourdine, la réalité de leur nouveau rôle public dans une conversation nationale commença à s'installer. « Je ne voulais pas de ça », murmura Elena, sa main reposant sur son ventre. « Je ne voulais pas que notre bébé vienne dans un monde où c'est le gros titre. » Samuel s'assit au bord de son lit, tenant sa main. « Je sais, mais nous n'avons pas choisi cela. Elle l'a fait. Kimberly Leclerc l'a fait. Et maintenant que c'est sorti, nous avons un choix. Nous pouvons nous en cacher ou nous pouvons l'utiliser. » Pendant ce temps, au siège d'Air Azur à Roissy, c'était tout sur le pont. La salle de réunion, habituellement sombre à cette heure, était éclairée comme un arbre de Noël. Richard Blanc rassemblait ses forces, travaillant en parallèle avec la redoutable directrice des ressources humaines de l'entreprise, Hélène Vasseur, et leur équipe de relations publiques. Hélène Vasseur était une femme noire vive et sans détour dans la soixantaine qui avait tout vu. Elle avait combattu pour gravir l'échelle corporative et avait une tolérance zéro pour le type de comportement que Kimberly Leclerc avait affiché. Elle tira immédiatement le dossier de Kimberly. Ce qu'elle trouva fut une disgrâce. Au cours des 5 dernières années, Kimberly Leclerc avait accumulé une douzaine de plaintes de passagers, beaucoup d'entre elles citant la grossièreté et une attitude agressive. 3 de ces plaintes provenaient de passagers non blancs qui mentionnaient explicitement se sentir racialement ciblés. Dans chaque cas, Kimberly avait reçu une tape sur la main, un cours de recyclage obligatoire sur le service client et renvoyé au travail. Son ancienneté et son représentant syndical l'avaient protégée. Le système n'avait pas seulement échoué sur le vol 712. Il échouait depuis des années. Kimberly n'était pas une anomalie. Elle était un symptôme d'une pourriture systémique profonde. C'est inacceptable, dit Hélène, claquant le dossier sur la table de la salle de réunion. Cette femme aurait dû être licenciée il y a 3 ans après l'incident avec la famille de Marseille. Les superviseurs qui ont laissé passer cela, qui l'ont juste fait circuler, ils sont coupables aussi. Richard acquiesça. Samuel veut que tout le système soit démantelé et reconstruit. Il veut que ce soit un moment déterminant pour l'entreprise, pas celui qui l'a détruit. La première étape fut une déclaration publique. Elle ne pouvait pas être l'excuse habituelle du langage corporatif. Elle devait être directe, honnête et brutale. Après un bref appel avec Samuel, ils rédigèrent un communiqué de presse qui fut envoyé juste avant minuit. Il disait ce soir: sur le vol 712 d'Air Azur, un membre de notre équipage de cabine a commis un acte odieux et impardonnable de violence et de préjugés contre une passagère. La passagère, le docteur Elena Moreau, a été physiquement agressée. Il n'y a aucune excuse, aucune justification et aucun contexte qui rende ce comportement acceptable. C'est un échec du plus haut ordre et nous nous tenons entièrement responsables. L'employé en question, Kimberly Leclerc, a été licencié avec effet immédiat. Air Azur coopère pleinement avec les forces de l'ordre dans leur enquête d'agression contre elle. Mais son licenciement n'est pas suffisant. Cet incident a révélé un échec systémique au sein de notre organisation. Nous lançons un examen immédiat de haut en bas de nos processus d'embauche, de formation et de résolution des plaintes qui sera supervisé par un cabinet indépendant des droits civiques. Nous avons échoué le docteur Moreau, son mari, Monsieur Dubois et chaque passager sur ce vol. Nous promettons de faire plus que simplement nous excuser. Nous allons changer. La déclaration, notable pour avoir nommé l'employé et pour son autocondamnation sans phare, envoya une autre onde de choc à travers les médias. C'était un coup de maître de gestion de crise parce qu'elle était enracinée dans une intention authentique dictée par un PDG qui avait été témoin de l'échec de première main. Le lendemain matin, Hélène Vasseur commença la purge interne. Le superviseur Mercier, le superviseur de porte qui avait essayé d'intimider Elena et Samuel, fut licencié. Le directeur régional qui avait supervisé la division de Kimberly Leclerc et ignoré le schéma des plaintes fut également licencié. Un message clair fut envoyé à travers les rangs. L'incompétence et les préjugés ne seraient plus tolérés ou protégés par la bureaucratie. Thomas, le jeune steward, fut amené au siège. Il était terrifié, s'attendant à être réprimandé pour avoir rompu les rangs. Au lieu de cela, il se retrouva dans le bureau d'Hélène Vasseur avec Richard Blanc présent. Thomas, commença Hélène, son expression sévère s'adoucissant légèrement. Nous avons examiné votre déclaration et le témoignage de nombreux passagers. Vous avez agi avec intégrité et compassion dans une situation impossible.
Vous avez défendu les valeurs de cette entreprise quand votre officier senior ne l'a pas fait. Nous voulons vous remercier. Richard fit glisser une lettre sur le bureau. Avec effet immédiat, vous êtes promu chef de cabine. Nous vous accordons également une prime importante et vous assignons à une nouvelle force opérationnelle responsable de la refonte de notre formation au service client en vol. Nous avons besoin de plus de personnes comme vous. Thomas était abasourdi, des larmes montant dans ses yeux. Au milieu d'un cauchemar corporatif, il prenait le temps de récompenser la seule personne qui avait fait la bonne chose. Pour Kimberly Jansen, le véritable karma, les conséquences profondément personnelles et changeant la vie de ses actions, ne faisaient que commencer à se déployer. Le monde de Kimberly Leclerc s'effondra rapidement. Elle devint un paria. Son nom, son visage, son acte de violence mesquine étaient maintenant des symboles mondiaux de racisme. D'abord vinrent les conséquences légales. Le parquet de Nice, stimulé par la preuve vidéo écrasante et le tollé public, l'inculpa formellement d'agression. Ce n'était pas un simple délit. Étant donné que l'acte s'était produit sur un avion et contre une femme enceinte, les accusations furent aggravées. Elle faisait face à une peine de prison potentielle. Puis vint la ruine financière. Licenciée d'un emploi qu'elle avait occupé pendant plus de 2 décennies, elle perdit son salaire, son assurance maladie et ses avantages de vol. Sa pension, qu'elle était à quelques années de toucher, était maintenant en péril. Les maigres économies qu'elle avait furent rapidement dévorées par les frais juridiques, mais la conséquence la plus profonde fut l'ostracisation sociale. Elle était radioactive. Dames amies qu'elle connaissait depuis des années arrêtèrent de répondre à ses appels. D'anciens collègues bloquèrent son numéro. Le quartier où elle avait vécu, autrefois un lieu d'anonymat tranquille, devint une prison. Les gens la reconnaissaient à l'épicerie, chuchotant et pointant du doigt. Certains étaient ouvertement hostiles, lui criant raciste depuis le parking. Elle devint prisonnière de son propre appartement, les stores tirés, terrifiée de sortir. Les médias furent impitoyables. Dames journalistes campèrent devant son immeuble. Dames reporters de tabloïds fouillèrent dans chaque recoin de sa vie. Déterrant ses difficultés financières, son divorce difficile, et les plaintes précédentes déposées contre elle à la compagnie aérienne. Un soir, désespérée et seule, elle appela sa sœur éloignée, la seule famille qui lui restait. Je ne sais pas quoi faire. Sophie, sanglota-t-elle dans le téléphone. Ma vie est finie. C'était une erreur, un moment de stress. La réponse de sa sœur fut froide et tranchante. Une erreur? Non, Kimberly. C'est qui tu as toujours été. J'ai entendu tes petits commentaires pendant des années. La façon dont tu parles des gens qui ne sont pas comme toi, le ressentiment, l'amertume. Ce qui s'est passé dans cet avion n'était pas une erreur. C'était une révélation. C'était le vrai toi que le monde entier a vu. Tu n'étais pas stressée. Tu étais haineuse. Tu l'as juste fait à la seule personne sur Terre qui pouvait te tenir responsable d'une manière que personne d'autre ne pourrait jamais. L'appel se termina. Le dernier pont avait été brûlé. Kimberly Leclerc finit par plaider coupable à une accusation moindre. Évitant la prison mais recevant une probation prolongée et un casier judiciaire permanent qui la rendait inemployable dans toute industrie en contact avec la clientèle. La dernière chose qu'on entendit, elle travaillait un quart de nuit, stockant des étagères dans un entrepôt à la périphérie de la ville, anonyme, invisible, et dépouillée de l'uniforme et de l'autorité qui avaient été les seules sources de fierté dans sa vie creuse. 6 mois après l'incident sur le vol 712, le monde avait, pour la plupart, tourné la page. Le cycle de l'actualité avait brassé une douzaine d'autres outrages. Et le Air Azur Agression était un souvenir lointain. Mais pour les personnes au centre de la tempête, les changements furent permanents et profonds. Air Azur était une entreprise transformée. L'initiative Dignité et Voyage était devenue la nouvelle colonne vertébrale de son identité d'entreprise. Le cabinet indépendant des droits civiques que Samuel avait embauché avait terminé son audit et ses recommandations furent mises en œuvre sans hésitation. La réputation de l'entreprise, après le coup initial stupéfiant, s'était lentement et régulièrement rétabli. Ils n'avaient pas fui le scandale. Ils l'avaient embrassé comme un creuset. Ils étaient maintenant vus comme un leader en responsabilité d'entreprise. Le cours de leur action avait rebondi et dépassé ses sommets précédents. Daniel, le jeune steward, prospérait. Son rôle dans la nouvelle force opérationnelle de formation lui avait donné un but qu'il n'avait jamais imaginé. Par un après-midi chaud de printemps à Nice, Elena Moreau était allongée dans un lit d'hôpital, non pas comme une patiente en détresse, mais comme une nouvelle mère. Bercée dans ses bras, enveloppée dans une couverture blanche douce, se trouvait son fils, Julien Moreau-Dubois. Il était en bonne santé, beau, et heureusement inconscient de la turbulence qui avait précédé son arrivée. Samuel était assis au bord du lit, son doigt capturé dans la minuscule poigne incroyablement forte de son fils. La colère qu'il avait ressentie dans cet avion, la rage froide et protectrice étaient parties.
remplacé par une vague d'amour si vaste qu'elle semblait infinie. Il regarda Helena, son visage rayonnant d'une radiance fatiguée mais béate, et il sut avec une certitude absolue qu'il aurait brûlé le monde pour eux. Mais il était heureux de ne pas avoir eu à le faire. Au lieu de cela, il aidait à reconstruire un petit morceau de celui-ci. Il te ressemble, murmura Helena, souriant. Il a ta force, répondit Samuel, sa voix épaisse d'émotion. Plus tard dans la soirée, alors que Julien dormait paisiblement dans un berceau à côté du lit, Samuel se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières tentaculaires de la ville. Son téléphone vibra avec un message de Richard Blanc. C'était une photo de la première classe diplômée de Stewart du nouveau programme de formation. C'était un groupe diversifié aux yeux brillants. Et au centre de la photo, rayonnant, se trouvait leur instructeur, Thomas. Un seul acte de malveillance lors d'un vol un mardi après-midi avait déclenché une réaction en chaîne de conséquences que personne n'aurait pu prédire. Il avait détruit une vie construite sur l'amertume et d'une manière étrange et puissante, avait enrichi et redéfini d'innombrables autres. Il avait forcé un règlement de compte qui était attendu depuis longtemps. Samuel rangea son téléphone et retourna aux côtés de sa femme. Il posa une main douce sur la tête de son fils. C'était tout ce qui comptait. Les salles de réunion, les cours des actions, les gros titres, ils n'étaient tout que des outils. Dames outils pour construire un monde assez sûr pour cette petite vie parfaite. Le vol avait été un cauchemar, mais l'approche finale, ici dans cette pièce tranquille, était paisible. Ils étaient chez eux, et ils ne faisaient que commencer.